Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Journal du Golf. Cette semaine, une émission consacrée au trophée Hassan II et malheureusement au forfait de Victor Dubuisson et peut-être à de très mauvaises nouvelles et une saison blanche pour le Canois. En revanche, très bonne nouvelle du côté de Gladys Nocera. Nous parlerons de tout cela avec Martin Coulon, l'un de nos journalistes présents à Rabat. Et pour animer avec moi ce podcast, Rémi Bedu, pro à Montgriffon, est l'un des plus fins connaisseurs de ce jeu en France. Bonjour Rémi. Salut Arnaud, bonjour à tous. Et donc en direct de Rabat au Maroc, Martin Coulon. Bonjour Martin. Salam alaikum les gens, comment ça va? Ça va très bien, en revanche ça va pas bien du tout du côté de Victor Dubuisson. Lundi malheureusement en regardant l'entry list on avait vu qu'il s'était retiré. Et on avait senti aux commentaires d'Adrien Sadier sur Twitter que ça ne sentait pas bon. Et là, on a eu Benoît Ducoulombier tout à l'heure. Effectivement, les mauvaises nouvelles s'accumulent et on parle d'un forfait pour toute la saison, d'une exemption médicale. Est-ce que la nouvelle est tombée du côté du Tour européen? Est-ce que c'est officiel, Martin? Alors, il n'y a encore rien d'officiel de ce côté-là, de la part du Tour européen, qui donc, moi, c'est vraiment ça qui me fera dire que malheureusement la rumeur qui enfle depuis lundi n'est pas qu'une rumeur et est une vraie et délicate information. Mais de plus en plus, on s'achemine vers malheureusement une demande d'exemption médicale de la part de Victor qui apparemment eu de gros soucis au retour de l'Espagne après son cut manqué en Espagne, et il avait quelques vertiges sur le parcours pendant le tournoi en Espagne. C'était pas la fête physiquement une fois de plus, malheureusement pour Victor. Et donc voilà, donc moi j'attends vraiment confirmation de la part du Tour. Pour l'instant rien d'officiel, mais ça devrait tomber peut-être dans les heures ou voire les jours qui viennent, la très mauvaise nouvelle malheureusement. Ouais. Voilà, donc Benoît Ducoulombier évidemment qui était catastrophé ce matin, qui a même dit fait chier pour ne pas le citer, effectivement, qui disait qu'il y avait eu des problèmes d'oreille dans l'avion pour Victor en rentrant d'Espagne, et apparemment d'après Romain Langas qu'il aurait vu un chirurgien hier, Victor Dubuisson. Voilà les infos qu'on a pour l'instant. On est comment dans le clan du Colombier, du côté des copains de Dubuisson, Sadier et compagnie, Martin? J'ai croisé pour rien vous cacher Benoît du Colombier ce matin, et le sujet est venu naturellement de sa part, et il était vraiment pas bien. Voilà, clairement on va pas épiloguer 107 ans. Il m'a dit voilà, la rigueur c'est foutu. Voilà, et même s'il me dit je sais pas trop, mais voilà, ça sent vraiment pas bon. Donc on sent vraiment un entraîneur ultra déçu pour son poulain évidemment, et un peu inquiet, parce que c'est clairement inquiétant de se dire que physiquement il y a quelque chose qui déconne depuis un bon bout de temps, malgré une opération sinus cet hiver qui devait laisser enfin tranquille Victor, en particulier dans les avions, avec ses histoires de décompression et d'oreille interne, et donc ça continue, et c'est dur, quoi. C'est vraiment dur, franchement, et on le sent de la part de Benoît, on le sent vraiment, limite catastrophé. Ouais, parce qu'on en parlait la semaine dernière avec lui. L'hiver s'était plutôt bien passé pour Victor, qui suite à son opération avait perdu quasiment 10 kilos, avait arrêté la cortisone, s'était mis au sport, s'entraînait, tout allait dans le bon sens. On sentait effectivement, il avait raté le cut la semaine dernière en Espagne, mais bon, c'était un tournoi de rentrée, ça n'était pas très grave, et on sentait Benoît Ducoulombier très optimiste et en tout cas très content de la tournure que prenaient les choses et de la tournure que prenait la saison de Victor. Et là, patatras tout d'un coup, Martin. Ouais, c'est une vraie douche froide. Hein. On a vraiment cette sensation-là d'une nouvelle qui arrive comme ça, un peu ex nihilo, alors que tous les feux avaient l'air d'être plutôt ouverts. On était vraiment ravis de revoir enfin Victor sur un tournoi du Tour. Évidemment, voilà, la reprise était un peu compliquée, mais ça c'était presque anecdotique et c'était pas très grave. Moi, je me faisais clairement une joie de le revoir au Trophée Hassan II sur un parcours qui convenait vraiment bien, où il avait fait 4e l'an dernier et où il avait toutes les armes pour clairement remporter ce tournoi. Donc je m'étais dit enfin on va pouvoir se faire une idée de ses chances ou non, en vue évidemment de cette Ryder Cup qui était dans tous les esprits, et là voilà, malheureusement cet abandon prématuré, ce retrait de
du tournoi dès lundi et ces très mauvaises nouvelles qui s'accumulent. C'est une période assez noire pour l'ex numéro 15 mondial et l'un de nos plus incroyables représentants tricolores de ces 10 dernières années. Donc je pense que même nous, d'un point de vue médiatique, on prend aussi une belle douche froide parce qu'on n'a pas envie de voir la carrière de Victor s'arrêter, ou on n'a pas envie de ne plus voir ce bonhomme-là et ce golfeur-là absent des fairways trop longtemps, clairement, parce que évidemment il y a plein d'autres très grands champions français, mais c'est vrai que lui il rajoute cette petite épice, ce petit côté un peu foufou et ses performances complètement dingues que lui seul sait sortir. Donc ouais, il va nous manquer, ouais, clairement. Et en plus, bon, c'est une saison, enfin, ce serait une saison blanche. On va encore malheureusement, enfin, ou parler au conditionnel, mais qui tombe au plus mauvais moment parce que effectivement, il y a la Ryder Cup en France cette année. Et que là encore, quand on a eu Benoît, il en faisait un objectif. Il y croyait encore. Il n'était pas si loin que ça au classement, en tout cas de la Ryder Cup, même si au classement mondial, il est assez largué. Et là, évidemment, c'est patatras. On voit pas comment il pourrait être présent à la Ryder. Bah voilà, t'as tout dit, Arnaud. Ouais, malheureusement, si physiquement ça tient pas, j'ai envie de dire, c'est un peu quelque part comme Tiger Woods. Si le physique ne tient pas, si quelque chose de physiologique empêche ne serait-ce que de jouer 4 tours correctement, on peut prétendre à rien. On peut prétendre à pas grand-chose. Donc c'est quelque part, si la confirmation de cette exemption médicale est donnée dans les heures ou dans les jours qui viennent, j'ai presque envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que voilà, Victor, il va pouvoir sereinement se requinquer, voir ce qui se passe physiquement sur ces notions de vertige, d'oreille interne, etc. Comme ça a l'air d'être le souci, et de revenir sur les fairways vraiment en forme et pleinement débarrassé de ce genre de soucis. Il est encore jeune, il a encore beaucoup d'années devant lui, donc il y a encore des choses à faire. Et voilà, j'ai vraiment envie de lui souhaiter le meilleur, quoi. Lui souhaiter un prompt rétablissement à un problème d'oreille interne qu'avait eu Thomas Levet, on s'en souvient, il y a une dizaine d'années. Le même problème dont serait atteint Victor Dubuisson, encore une fois. On en parle au conditionnel. Voilà, malheureusement, ce qu'on peut dire actuellement en ce mercredi, veille du trophée Hassan II, en espérant qu'on aura des nouvelles d'ici là, et pourquoi pas des bonnes nouvelles. En tout cas, évidemment, on vous tiendra informé tout au long de la semaine. Pardon. Alors Martin, on vient de le dire, mauvaise nouvelle pour Victor Dubuisson. En revanche, il y a un autre scoop qui vient de tomber, et celui-là est beaucoup plus sympathique, Martin. Bah ouais, d'un côté il est ultra sympathique et d'un côté il est un peu tristoun, parce que c'est Gladys Nocera, voilà, puisque le trophée Hassan II et la coupe à la Mérienne ont lieu sur le même site. Donc un tournoi du LET, un tournoi du Tour européen dans le même temps, ça permet de faire des annonces un petit peu fracassantes, comme celle que vient de faire Gladys Nocera, qui vient d'annoncer sa retraite sportive. Voilà, tout simplement, fini le tour pour Gladys qui arrête. Alors c'est pas ça la bonne nouvelle. C'est pas ça la bonne nouvelle. On est bien d'accord. La super belle nouvelle, c'est qu'elle est enceinte, voilà, et qu'elle va être maman, et D'accord. qu'elle est radieuse et qu'elle est ravie, voilà. Évidemment, elle était excessivement triste. La compétitrice qu'elle était excessivement triste de raccrocher les gants, j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment ça. C'était une fighteuse. C'était quelqu'un qui lâchait rien, que ce soit à l'entraînement, dans sa préparation physique, dans sa préparation mentale. Voilà, j'en ai discuté il y a à peine une demi-heure avec elle. Elle avait les larmes aux yeux, Gladys, parce qu'on parle de 20 ans de sa vie où elle n'a pensé que golf. Elle a dormi golf, elle a respiré golf, elle a gagné, elle a perdu, elle a fait les JO, elle a eu une carrière complètement incroyable, cette joueuse-là. Et évidemment, c'était tempéré par cette sublime nouvelle de la savoir bientôt maman. Donc c'était une matinée assez pleine d'émotions, j'ai envie de dire. Voilà, c'était joli. Martin, elle arrête sa carrière, dès maintenant, elle joue plus un tournoi. Ouais. Comment ça se passe? Ouais. Là, c'est terminé. C'est terminé depuis là, voilà maintenant. Et en fait, elle va se consacrer. Elle a quelques journées de coaching avec la Fédération française de golf. Donc elle a une dizaine de jours là cette année. Donc elle aide les joueuses du LET à affiner leur stratégie, elle fait passer un peu son expérience du tour et de la compétition à toutes ces jeunettes-là. Il y a toutes ces jeunes-là, donc ça c'est une de ses premiers bouts de reconversion. Et puis évidemment, elle va se consacrer à sa petite fille, puisqu'elle nous a dit que c'était une petite fille. Voilà, ça aussi c'est un super scoop qu'elle attendait là elle est à 4 mois de grossesse, donc
Donc dans la fin d'année, donc les mois qui viennent vont être assez occupés pour Gladys, j'imagine. Pour terminer, Martin, pourquoi cette annonce au Maroc? Elle est revenue là-dessus aussi, Gladys. Pourquoi elle a attendu d'être là? C'est une excellente question que je ne lui ai pas posée, j'avoue, j'ai D'accord. honte. Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que c'était plutôt le bon moment. Je pense que c'est un tournoi qu'elle apprécie énormément. Et puis je pense qu'aussi c'était surtout le bon timing. Elle aurait eu du mal à le faire par exemple à l'Open de France, D'accord. qui va tomber à peu Oui. près dans les zones de son futur accouchement. Donc voilà, je pense que c'est un peu pour ça que la couple à la Myriam et le trophée Hassan II, je pense que c'était le bon timing en termes de calendrier pour elle aussi. D'accord. Bon, en tout cas, félicitations à Gladys Nocera pour l'ensemble de sa carrière, évidemment. Félicitations pour cette belle nouvelle. Bon, donc on a eu des émotions contrastées, on le disait. On va passer aux sportifs, mais peut-être avant, Martin, justement, si on a parlé de Victor Dubuisson et Gladys Nocera, c'est parce que c'est une unicité dans le golf mondial, on va dire, un tournoi masculin et un tournoi féminin réunis au même endroit. Racontez-nous comment ça se passe, ces deux tournois mélangés, ces deux mondes mélangés. Est-ce qu'ils se mélangent? Comment ça se passe? Bon, ça se mélange assez naturellement du fait que le Players Lounge est commun entre les deux circuits, j'ai envie de dire, mais physiquement parlant, voilà, on a les deux parcours, le parcours rouge et le parcours bleu de Dar es Salaam qui sont séparés par une route qui permet de rentrer sur le golf. Et à gauche c'est le tournoi féminin et à droite c'est le tournoi masculin. Donc c'est assez bizarre, enfin c'est assez unique, même carrément unique. C'est chouette à courir parce que on a deux ambiances, on a deux compétitions en même temps. C'est pas évident d'aller voir un peu ce qui se passe de partout parce que ça tombe dans tous les sens. Il y a tellement de joueuses et tellement de joueurs que parfois il faut faire des choix. Mais c'est assez agréable, ouais. C'est assez rigolo de voir ces deux mondes se croiser. Voilà, on voit les Français et les Françaises de temps en temps se croiser ici ou là au Players Lounge ou sur le putting green à droite à gauche. Donc c'est plutôt sympa. Mais j'ai envie de dire quand même que chacun reste un peu dans son playground, dans son univers. Il n'y a pas tant de croisements que ça. D'accord. Martin, c'est parcours rouge pour les hommes et parcours bleu pour les femmes. Exactement. À Dar es Salaam. Ouais. Et le parcours rouge, ça fait 3 ans qu'il a été rénové, qu'il a été rallongé. Et cette année, il y a eu du nouveau sur les greens et apparemment, ça fait causer. Ah ouais, ça fait énormément causer. Une rénovation totale de la quasi-intégralité des 18 greens de ce parcours. Donc il a été fermé au lendemain du trophée Hassan II, du 44e trophée Hassan II de l'an dernier. Et il a rouvert il y a quelques semaines seulement. Rénovation des greens par un architecte qui s'appelle James Duncan, si vous voulez tout savoir. C'est un Américain. Et ouais, une rénovation plutôt, j'ai envie de dire, controversée, pour rester politiquement correct. Parce que clairement, on a ajouté des pentes de folie. Mais quand je dis de folie, dans tous les sens, sur tous les greens, il y a des greens que je reconnais même pas. Pourtant, j'y étais l'an dernier, c'était il y a pas si longtemps. Et il y a des greens, on a l'impression qu'on les a rasés complètement. C'est même pas qu'une impression. Ils ont été rasés et il y a des buts, mais des buts limite Augusta à côté, c'est mignon, quoi. Des buts énormes dans tous les sens, des pentes dans tous les sens. Et il y a tellement de pentes et il y a tellement de déclivité dans tous les sens que les officiels du tour ne peuvent pas mettre les greens à la vitesse habituelle d'un tournoi, c'est-à-dire aux alentours de 11 ou 12 au steep meter pour les grands spécialistes. Là, on va être beaucoup plus lent, on va être aux alentours de 10, parce que clairement, il y a des endroits où ce ne serait pas jouable. Donc les joueurs sont un peu, pour l'instant, assez mitigés sur cette rénovation et sur ces nouveaux greens. Bon, on s'attend à une grosse bataille, au niveau du scoring. Ça va être encore plus compliqué. Déjà que c'était un parcours qui était assez exigeant dans les années précédentes, parce que assez étroit, assez exigeant sur les mises en jeu, beaucoup d'arbres sur les côtés, un bon petit rough, et puis surtout cette forêt bien dense qui borde les trous. C'était un parcours déjà très stratégique. Là, ça va devenir limite un petit parcours d'US Open, j'ai presque envie de dire là. Et Martin, à vous écouter, on a l'impression que c'est pas très fair quand même. Il y a des endroits où c'est pas très fair. Et j'ai eu la confirmation de la part de plusieurs joueurs du tour que je vais pas trop citer parce que j'ai pas trop envie de les impliquer non plus dans un flagage en règle de certains redesignings. Pour la petite info d'ailleurs, je crois que le tour et même les organisateurs du trophée Hassan II on demande l'avis des joueurs, de tous les joueurs, après les recos, après leur partie sur les greens, parce que j'ai l'impression qu'eux aussi sont pas spécialement convaincus de la justesse de certains redessins de greens.
Bon, on va avoir toute la semaine pour en parler et pour suivre ça. Justement, le putting, donc, qui devrait être encore plus une clé sûrement cette semaine, même si ça s'apparente à une loterie. Et on a vu, ça continue à être un des chantiers d'Alexander Levy, quasiment notre dernier espoir de Ryder Cup, Martin, maintenant que Victor Dubuisson, malheureusement, semble très mal embarqué cette saison. Ouais. Bah oui, c'est clair que Alexander, on va dire, c'est la tête d'affiche, mais on n'est pas à l'abri il y a quand même des gros tournois des Rolex Series qui vont arriver, qui vont être assez déterminants. Et il suffit que, j'en sais rien, un Mathieu Pavon ou un Mike Lorenzo ou même n'importe quel membre du clan français s'excite un peu, voire même s'excite beaucoup sur ces tournois-là. Et je sais pas, je fais de la golf fiction quand même à le dire, JP, en remporte un ou deux et se mettre dans les clous, ouais. C'est clair que ça peut le faire, mais c'est sûr que, ouais, on a croisé Alex sur le putting green justement de Dar es Salaam hier, et je l'ai vu beaucoup progresser. Je l'avais énormément regardé à Dubaï. Il était déjà un peu en chantier avec Phil Kenyon, son coach de putting, qui est aussi le coach de putting de Rory McIlroy. Arnaud, ça va te taire. Et il y avait vraiment du mieux, quoi. C'était pas du tout la même façon de putter. C'était beaucoup plus dans le sens que Alexander recherchait, quelque chose de plus rond, peut-être un peu moins mécanique. J'ai discuté avec Tom Elling, qui me disait, ouais, clairement que le putting d'Alex fait des gros progrès dans le sens où il joue plus davantage. Il joue davantage tout court avec les pentes, il joue, quoi. Voilà, il putt au sens naturel du terme, et donc ça peut potentiellement être la clé dans les semaines qui viennent pour Alexander. Ça, c'est évident. Rémi, vous avez une question à propos de l'entraînement d'Alex au putting? Oui, j'ai une question pour Martin. J'ai vu ton tweet où tu as pris une photo d'Alexander en train de... Une vidéo même. Ouais, et en train de putter avec un tapis de putting. Ouais. Tu peux nous en dire plus sur comment il l'utilise, comment il fait, à quoi ça lui sert? Alors, moi, je suis pas un grand spécialiste de la technique comme tu peux être, Rémi, évidemment, mais c'est un tapis de putting comme il en existe pas mal, qui permet en fait de matérialiser l'arc idéal, le chemin de club idéal que recherche Alexander sur son putting. Il y a plein aussi de graduations pour aider à mettre en corrélation le backswing et le downswing du joueur sur ces trucs-là, et il l'utilise comme un drill d'entraînement, voilà, pour vérifier que le chemin de club lui correspond bien, qu'il ancre bien cette nouvelle façon de faire fonctionner son putter, un peu plus en arc, un peu moins droit, on va dire, un peu moins square to square pour les grands spécialistes. Et franchement, pour l'avoir vraiment regardé pendant une bonne demi-heure, le putter il fonctionne parfaitement dans la ligne, et le roule de balle est de fait la roule de balle et la sortie de balle sont de fait super régulières. C'est exactement ce que recherchent tous les meilleurs putters sur le circuit, quoi. Martin, alors meilleur putting, ça c'est en tout cas au moins sur le putting green, on suivra ça évidemment en tournoi. Est-ce que vous avez pu discuter avec Alex ou avec Tom sur la suite de la saison et sur son mental, sur son état d'esprit après ce championnat du monde de match play et ce Masters, en tout cas où il a perdu au premier tour, et ce Masters qu'il a raté, cette 60e place qualificative à l'US Open qui pour l'instant qui s'éloigne, en tout cas il est au-delà. Est-ce que vous savez où il en est, Alex, en dehors de ce putting? Je suis pas allé trop le titiller là-dessus. On a un collègue de l'AFP qui est là pour ces 2 jours et qui a fait un sujet avec Alexander, et qui m'a dit que voilà, il n'avait pas trop envie de parler de ce genre d'échéance. Il n'avait pas trop envie de parler de la Ryder Cup, par exemple. Je crois qu'il en a un petit peu marre, Alex, qu'on le ramène toujours à cette possibilité il faudrait que tu fasses ci pour arriver là. C'est un peu, je pense qu'il se ferme un petit peu à ça justement pour se concentrer sur ce qu'il a à faire, à savoir très bien jouer au golf, et que les résultats suivant derrière. Je pense que c'est toujours un peu son petit péché mignon là, d'être pas loin de réaliser de très belles choses, et qu'on ait tendance, nous les médias ou même son entourage peut-être à lui rappeler, à lui mettre ça un peu en tronche, et que ça le bloque un petit peu. Donc j'ai l'impression qu'il est plutôt dans cette dynamique-là, mais je ne lui ai pas parlé moi directement. Donc dès que nous en saurons davantage, vous voyez bien que vous en serez les premiers informés. D'accord. Et pas de nouvelles non plus sur son calendrier, sur ce qu'il va jouer dans les prochaines semaines?
Non, là, c'est mercredi, là, au moment où on vous parle, où je vous parle, parce que je suis tout seul et je ne suis pas non, j'ai pas plus de nouvelles que ça, mais promis, je vous en donnerai sur le site de l'équipe, promis. D'accord, parce que c'est vrai qu'aussi, voilà, maintenant, en la probable absence, encore une fois, de Victor, on choisit ces mots. On va encore plus se tourner vers Alexander, et malheureusement, évidemment, les médias comme le public vont encore plus demander, en tout cas, encore plus attendre d'Alex. Voilà pour notre leader ou notre nouveau leader. Du côté des autres Français, Martin, vous les sentez comment? Vous les avez retrouvés dans quel état d'esprit, nos Frenchies? Moi je vois des gars qui bossent beaucoup. J'étais au practice ce matin, qui bossent beaucoup comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais comme beaucoup de gens sur le tour. Et ouais, on les sent très appliqués. J'ai vu Ben Hébert très précis sur ce qu'il cherchait sur des données Trackman, voilà, avec une forme de balle qui lui plaît vraiment. J'ai vu Sébastien Gros qui bosse avec Franck Lorenzo Vera depuis une petite année et dont les progrès en termes de swing et de régularité de swing sont vraiment notables. Enfin, moi je l'ai vu swing, je l'ai rarement vu swinger comme ça. Seb, il est serein, il est tranquille, il tape toujours aussi fort. Et il a une sorte de swing beaucoup plus carré, avec un peu moins de cette petite boucle qu'il a naturellement et qui lui faisait parfois faire un petit peu des fautes de rythme cocasse. Et ouais, je le sens plutôt pas mal, et surtout qu'il a envoyé 64 au dernier tour en Espagne là, ce dimanche dernier. Donc ouais, c'est le gros pas mal. J'ai vu Greg Bourdi, j'ai vu Grégory Avray, j'ai vu Mathieu Pavron, j'ai vu Romain Langasque qui est invité, j'ai vu aussi Joël Stalter, lui aussi invité. Et ouais, pas mal. Joël que j'ai vu swinger à une vitesse complètement dingue, qui malgré son gabarit assez petit par rapport à la moyenne du tour, balance des pruneaux complètement hallucinants avec une facilité dingue. Ouais, je le sens. Pareil, Joël, je mettrais bien une pièce sur lui parce que c'est le genre de parcours qui pourrait convenir à ce genre de joueur assez stratégique, assez malin, assez créatif. Et j'ai vu Mike Lorenzo qui a une patate de folie. Qui est tout sourire, qui a l'air serein. Non, ça, objectivement, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose cette semaine. Il y a du monde, il y a beaucoup de Français. Il y a ce côté Maroc où que les joueurs aiment bien. Voilà, c'est un pays clairement dans lequel les Français se sentent à l'aise. Donc non, il y a pas mal de belles dynamiques, quoi. Ça sent l'envie, ça sent le travail. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est entre le mardi, le mercredi et le jeudi, parfois entre ce qu'on voit et ce qui finit en termes de score, il y a un monde, mais il y a quelques jolis signes, quoi. D'accord. Quelques jolis films. Elle est pour terminer sur ce tournoi, en tout cas du côté des hommes, Martin. Du côté des étrangers, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous ont tapé dans l'œil cette semaine, ou alors à qui le parcours semble convenir, ou les greens, ou qui s'en sortiront un peu mieux sur les greens? Il y a un joueur anglais qui s'appelle David Horsey qui est un anglais, voilà, qui est pas forcément un joueur méga connu du tour, mais qui a je crois le meilleur ratio de résultats ici. Il a fait je sais plus, j'ai plus ses résultats en tête, mais il a genre 3-4 top 10, enfin c'est un peu du délire. Et il y a Thomas Peters qui est présent, qui a été invité dernière minute. Enfin, il n'a pas été vraiment invité, c'est juste qu'il n'avait pas prévu. J'ai eu la chance de discuter avec lui hier de Ryder Cup, pour rien vous cacher. On a parlé un peu vite fait du fait qu'il a été invité un peu en dernière minute. Il m'a dit non, mais j'aurais pu rentrer dans le tournoi sans souci, mais c'est juste que je m'étais pas inscrit parce que j'avais prévu de faire un break de 4 semaines après le Masters. Et en fait, j'ai eu besoin de jouer, j'ai eu besoin de me confronter à ce genre de parcours. Donc ouais, Thomas Peters présent et plutôt en forme. Je l'ai vu taper, je l'ai observé pendant de longues minutes parce que c'est une symphonie de swing, ce bonhomme. C'est du très très haut niveau, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est un joueur. Il y a moyen qu'il fasse quelque chose ici. Bon, après on verra, quoi. Ok, Martin, écoutez, merci de nous avoir présenté ce trophée Hassan II et cette coupe aussi la Meriem du côté des filles, avec donc le forfait de Victor Dubuisson pour le tournoi et peut-être pour la saison, l'arrêt de la carrière de Gladys Nocera, et en revanche une bonne nouvelle puisque Gladys Nocera est enceinte et d'environ 4 mois et donc devrait accoucher dans le courant de l'année et d'une petite fille. Merci Martin pour toutes ces infos. On vous retrouve évidemment tout au long de la semaine en compagnie de Rémi Rivière sur le site de l'équipe.fr. Merci Martin. Allez, de rien. Salut les gars. Rémi, vous en avez parlé avec Martin à l'instant à propos du putting d'Alexander Levy. Les outils pédagogiques, c'est assez nouveau dans le golf. Enfin, bon, en tout cas, ça a une dizaine d'années, peut-être
peut-être un peu plus, mais c'est vrai que ça a révolutionné l'enseignement, Rémi, ces outils. Oui, ça a révolutionné l'enseignement et surtout l'entraînement, j'ai envie de dire, parce que pendant longtemps, les golfeurs tapaient des balles, mais sans savoir si ce qu'ils faisaient au practice était bon pour eux, bon pour leur swing, et est-ce que ça allait être profitable sur leur carte de score le week-end. Et là, on voit justement apparaître des outils pédagogiques qui permettent de contrôler la qualité de l'entraînement. Donc on tape plus des balles, mais on s'entraîne. Et quand j'utilise ces mots, je le fais avec importance. Parce que donc on en a parlé, hein, là il y a des tapis de putting, mais il y a surtout les outils qui ont révolutionné. C'est le TrackMan du côté du swing et le Sam Putt Lab du côté du putting, qui mesurent exactement de façon précise par des chiffres, par des données scientifiques, qui mesure et qui explique le swing de golf, ce que fait le joueur, ce que fait surtout le club, Rémi. Ouais, alors c'était très intéressant là d'entendre Martin prendre comme exemple Benjamin Hébert qui travaille avec le TrackMan, et on le voit, il y a différentes façons d'utiliser le TrackMan ou le Sam Putt Lab. Il y a l'utilisation comme outil de diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce que je fais de bien, ou qu'est-ce que je fais de mal. Et à ce moment-là, on s'en sert pour mettre en place des plans d'entraînement pour se corriger. Et puis, là, on le voit sur les veilles de tournoi, ce sont des outils pour mettre en confiance. C'est-à-dire qu'on vérifie si les sensations, les bonnes sensations que j'ai correspondent à la réalité et mettre le joueur en confiance. Et ça, je tiens à le préciser pour nos auditeurs qui sont amateurs. N'ayez pas peur de ces outils technologiques. Ça dépend qui l'utilise, mais si c'est bien utilisé, ça ne casse pas le swing, ça ne modifie pas le swing. Au contraire, ça peut permettre de mettre le joueur en confiance. En plus, on en avait parlé ici avec Johanna Claten, qui est plutôt de mon côté, de mon avis. On peut tout à fait utiliser le TrackMan ou le Sam Putt Lab, mais laisser son professeur les utiliser vraiment. Nous, on est juste le cobaye, on n'est pas obligé de savoir ce qui se passe exactement, de savoir que le club est ouvert de tel angle ou arrive à telle vitesse. On peut laisser toutes ces données au professeur, mais nous, juste l'élève, le joueur, lui, en revanche, il passe sur ces outils et laisse le professeur s'en servir, analyser, décortiquer, sans que le joueur est obligé de se mettre plein de chiffres dans la tête. C'est exactement ça. Et Johanna, quand elle en parle en tant que joueuse. On le sait, c'est une joueuse qui... Johanna Claten, joueuse sur le LPGA, qui recommence sa carrière, d'ailleurs sa saison cette semaine. Après avoir été blessée. Après avoir été blessée. Et donc, Johanna le dit très bien et elle l'exprime en tant que joueuse. On le sait, Johanna, elle est pas dans l'analytique, hein, elle est plutôt dans le sensoriel, dans l'imagination, dans la visualisation de la trajectoire. Et elle n'a pas besoin de tous ces chiffres. Elle a besoin simplement des bienfaits des outils de technologie. Donc, elle laisse à son coach le soin d'analyser le diagnostic et simplement de lui donner ce dont elle a besoin. Ça, c'est très important et je reviens là-dessus. Ce ne sont pas les outils qui sont les plus importants, c'est la personne qui les utilise et la façon dont le coach, utilise ces outils. Et je fais la différence entre celui qui utilise, l'opérateur qui utilise les outils de nouvelles technologies, et le coach. Ça peut être deux personnes différentes. On peut avoir une personne qui sait très bien se servir de la machine, qui va donner les chiffres au coach, et c'est le coach qui, lui, après, avec beaucoup de pédagogie et connaissant son joueur, va savoir utiliser les datas les plus utiles. Alors, ce qu'ont permis, on a l'impression aussi que ces outils ont permis vraiment de laisser aux joueurs le choix, enfin en tout cas, de laisser à chaque joueur son propre swing, en validant vraiment qu'il fallait pas uniformiser le swing, ce qui était beaucoup plus délicat avant. On a vraiment l'impression que maintenant, enfin, un Justin Thomas évidemment, un Dustin Johnson ou un Jim Furyk, enfin, même si c'est beaucoup plus ancien Jim Furyk, mais enfin voilà, ou un Bubba Watson, même si lui il passe pas non plus sur ces outils-là, on a l'impression que ces outils-là ont validé le fait que chaque joueur avait son propre swing et chacun pouvait évoluer de la façon dont il le souhaitait, ou quasiment. Oui, j'affirme que ces outils de nouvelles technologies, on a cité TrackMan, FlyScope, Sam Putt Lab,
le Foresight, toutes ces machines, mais pas simplement celles qui analysent le club. Moi, je parle aussi des machines qui analysent le swing en 3D. On peut parler par exemple de la Cavest. Tous ces outils valident le swing de performance. C'est-à-dire que chaque joueur a un swing qui lui est propre, qui est différent les uns des autres, et simplement, quand vous jouez bien, utilisez cette machine pour savoir ce que vous faites lorsque vous jouez bien. Et Arnaud, tu le sais, je dis toujours, on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés, donc gardez vos particularités. Simplement, ces outils peuvent vous aider à savoir ce que vous faites lorsque vous jouez bien, pour ensuite pouvoir le reproduire régulièrement. Et alors, conséquence évidemment de tout ça, on a l'impression qu'on n'a jamais eu une telle quantité de bons joueurs au plus haut niveau et jamais une telle quantité de jeunes joueurs au plus haut niveau. On l'a vu avec Jordan Spieth, Justin Thomas, qui sont tous arrivés, et d'autres qui sont tous arrivés à 20 ans ou 22 ans sur le PGA Tour et qui se sont imposés d'emblée. Les jeunes joueurs maintenant arrivent et sont prêts beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite, Rémi. Alors, oui, j'ai envie de dire beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite et beaucoup plus de joueurs. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup plus de joueurs qui ont accès à ces nouvelles technologies, eh bien on a de plus en plus de joueurs qui ont les capacités de gagner un tournoi. Voilà. Alors qu'avant, on misait sur 3 à 4 joueurs. Là maintenant, on a des champs de joueurs. Pour faire des pronostics, faut vraiment être très fort parce que le nombre de joueurs capables de gagner un tournoi maintenant sont de plus en plus importants. Merci Rémi d'avoir été avec nous. On rappelle, vous êtes pro à Montgriffon, vous servez de ces outils SamPutLab et TrackMan. Oui, donc à l'académie du golf de Montgriffon, on a la chance d'avoir un SamPutLab pour le putting, dans l'académie de putting, et puis on a un TrackMan que l'on utilise aussi pour le grand jeu et qu'on utilise aussi pour le wedging. On s'est fait un wedging stadium et on rigole bien avec ça. Ouais. D'accord. Et n'hésitez pas à aller voir Rémi Bedu à l'Académie de Montgriffon. C'est la fin de cette émission. Merci Rémi d'avoir été avec moi et de m'avoir aidé à l'animer. Merci évidemment également à Hugo Ponce à la réalisation, sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous et bon golf. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.